de consultation, une femme en périménopause, multipare, qui saigne. Professeur, il y a un double sang. Il y a un double sang. Les participants, est-ce que vous êtes comme moi ou pas? Il y a un double sang. Maintenant, si s'entend bien, c'est mon micro. Dites-nous si vous entendez bien ou pas. En effet, oui, il y a un double son. C'est le micro, je pense que c'est le micro. Et là, alors maintenant, c'est plus clair, c'est moins clair. On vous entend en double, il y a un double son. C'est pas clair. Pour l'informaticien, il y a un problème. Ça doit être le micro, là. Il n'y a pas un PC قدامك ولا حاجة. La dernière fois, c'était très clair. Avec le téléphone, il n'est pas... عاودي تشوفي. On vous entend pas, on vous entend pas, il y a plein de parasites, on vous entend pas. Et si vous mettez les écouteurs, je ne sais pas, ou bien vous recommencez tout simplement. C'est le micro, hein, c'est le micro, il n'y a pas à redire. Maintenant, ça persiste? Ah, très bien, très bien. C'est mieux comme ça? C'est mieux, c'est mieux. Allez-y. Alors, on reprend. Donc, On reprend. Alors, la première patiente. Donc, c'est clair, je peux continuer? Donc, la première patiente, c'est une patiente âgée de 46 ans. On a dit c'est une possipare. Elle a 3 gestes, 3 parts. Elle a un dispositif intra-utérin. Elle a des cycles de 26 à 32 jours, ce qui est normal. Elle a ses règles qui durent 6 jours. Elle utilise pendant ses règles des serviettes à raison de 2 paquets par cycle. Et la serviette, elle se remplit pleinement au bout de 2 jours de temps. Ça veut dire qu'il y a un saignement important. Donc, c'est du sang accompagné de caillots de sang avec des douleurs pendant les 2 premiers jours du cycle. Donc, ce saignement et ces douleurs l'empêchent d'aller travailler pendant les 2 premiers jours du cycle. Ça reflète l'impact qu'a ces saignements, ces douleurs sur le mode de vie de la première patiente. Donc là, c'est un cas, on va dire, fréquent de consultation chez nous, chez le médecin généraliste. Maintenant, le deuxième cas, il s'agit d'une femme de 48 ans, un peu plus âgée. Elle a un enfant, elle a déjà accouché par voie basse. Elle ne prend pas de contraception. Par contre, celle-là, elle a des cycles irréguliers, c'est-à-dire 6 mois, elle a ses règles, 6 mois, elle n'a pas ses règles. Donc, ça saute de 3 mois. Donc, c'est vraiment des cycles irréguliers. Parfois, le saignement, il persiste pendant 15 jours. Donc, parfois, il est abondant, parfois non. Donc, avec des pauses de 33 à 5 jours, puis reprise du saignement. Et elle saigne aussi après les rapports sexuels. Il n'y a pas de douleur et a eu des bouffées de chaleur qui accompagnent ces saignements.
Donc, deuxième cas, c'est vraiment des cycles irréguliers avec des saignements intermittents. Donc, on n'arrive pas à établir un calendrier chez une femme de 48 ans sans douleur. Donc, on va définir un cycle normal. Donc, pour commencer, donc on a eu les deux cas de figure, c'est des femmes de la périménopause, elles sont pas encore ménopausées, qui saignent. La première, c'est des ménorrhagies, c'est-à-dire c'est des règles abondantes accompagnées de douleurs. La deuxième, c'est vraiment un cycle irrégulier, mais qui est sans douleur, mais elle saigne tout le temps, on va dire. Alors, comment on définit un cycle mensuel normal? Donc, un cycle mensuel normal, il dure en général 24 à 38 jours. Donc, en moyenne, on est à 30 jours. Donc, la durée des règles, c'est 3 à 8 jours. Donc, c'est des règles en général réguliers. Donc, le volume, il est à peu près de 80 millilitres. Ça, le volume d'un saignement normal. Donc, ce saignement, quand il est anormal, quand il est abondant, il affecte la femme dans sa qualité de vie, donc la vie physique de la femme, la vie affective, la vie sociale et matérielle. Donc, ça retentit vraiment sur le mode de vie de la patiente ou de la femme. Donc, il faut toujours savoir préciser s'il s'agit de ménorrhagie, c'est-à-dire des règles qui sont abondantes, qui sont prolongées, qui durent plus de 6 jours, et des ménométrorragies. Les ménométrorragies, c'est des saignements qui surviennent à tout moment, même en dehors des règles au milieu du cycle, cette femme, elle saigne. Donc, en fonction de la fréquence de ces règles, on peut avoir une oligoménorrhée avec des règles de plus de 38 jours, un ou deux épisodes dans 90 jours, une polyménorrhée avec moins de 24 jours, avec plus de 4 épisodes en 90 jours. Donc, en fonction des durées des règles, on peut avoir des règles qui dépassent les 8 jours. Donc, c'est des règles qui sont prolongées. Donc, une femme qui saigne pendant les règles plus de 8 jours, c'est pas normal. C'est des règles qui sont prolongées. Ou bien, elles sont plutôt écourtées. C'est des règles qui durent moins de 3 jours. Donc, pour les saignements irréguliers, donc on peut avoir des saignements qui sont intermittents, c'est-à-dire elle a eu ses règles normalement, mais entre les règles, elle peut saigner. C'est des saignements qui sont légers, qui sont courts, mais qui affectent quand même la femme dans sa qualité de vie. On peut avoir aussi des saignements qui sont post-coïtaux, c'est-à-dire après les rapports sexuels. Et on peut avoir des ménorrhagies pré- ou post-menstruelles, c'est-à-dire avant les règles, elles saignent un peu, c'est du saignement noirâtre. Donc, nos patientes rapportent ça souvent, elles nous disent avant les règles, j'ai un saignement noirâtre, est-ce que c'est normal? Ou juste après la fin des règles, elle peut encore saigner. Donc, les classifications, on va dire comment classer ces saignements. Donc, là, on ne parle pas de saignement fonctionnel, on parle de saignement où il y a une cause. Donc, vous avez anciennement parlé de saignement ovulatoire d'origine organique ou dysfonctionnelle, ou bien anovulatoire d'origine endocrinienne ou le syndrome des ovaires polykystiques. On sait au moment le syndrome des ovaires polykystiques, ça s'accompagne de troubles des règles. Donc, actuellement, quelles sont les causes possibles? Pourquoi ces femmes saignent? Quelles sont les étiologies de ces saignements à cet âge précis? Parce que, en fait, il faut déterminer que la femme, elle passe par 3 phases de sa vie. Donc, vous avez la première phase où il y a l'adolescence. On peut avoir des troubles du cycle au moment de l'adolescence. C'est en rapport avec l'immaturité de l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire vous avez des cycles anovulatoires. Et quand on a des cycles anovulatoires, ça veut dire qu'on n'a pas assez de progestérone. Donc, si on n'a pas assez de progestérone, on a des oestrogènes. Ces oestrogènes entraînent une hyperplasie de l'endomètre et cette hyperplasie risque de saigner. Donc, c'est des cycles anovulatoires de l'adolescent, de la fille adolescente. On peut régler le problème en donnant quoi? En donnant des progestatifs. Donc, chez l'adolescente, il faut éviter de donner une pilule parce que c'est un axe qui est en maturation et on va bloquer l'axe. Donc, il ne faut jamais bloquer l'axe chez l'adolescente. Préférez donner des progestatifs que de donner des pilules. Donc, ça, c'est la première phase de la vie, on va dire, de la femme. Donc, quand elle devient femme, adolescente, puis la femme en activité génitale, c'est-à-dire qui est une phase longue, qui va des règles jusqu'à la période de périménopausique. Et là aussi, on peut avoir des saignements d'origine organique et fonctionnelle. Et puis, vous avez la troisième phase, la périménopause et la postménopause. Et là aussi, on peut avoir des perturbations. Alors, pour cette phase de périménopause, pourquoi elle peut saigner cette femme? De quoi elle pourra saigner? Donc, elle peut saigner, soit elle a un polype, donc c'est très fréquent, on a les polypes. Pourquoi on a les polypes? Parce qu'on a dit qu'il y a des oestrogènes, c'est comme l'adolescente. La femme en périménopause, donc
c'est des cycles anovulatoires, c'est-à-dire il n'y a pas d'ovulation. Et si on en dit il n'y a pas d'ovulation, il y a beaucoup d'oestrogènes qui ne sont pas compensés par de la progestérone. Donc, quand on dit qu'il y a beaucoup d'oestrogènes, on a une hyperplasie de l'endomètre qui risque de saigner et qui risque de développer un polype. Donc, on peut avoir un polype qui saigne, on peut avoir de l'adénomyose. Donc, l'adénomyose, donc c'est une pathologie qui est très fréquente à cet âge, entre 46 ans, 47 ans, 48 ans, il y a beaucoup d'adénomyose. Elle peut saigner d'un fibrome utérin, d'une hyperplasie ou bien simple, et ça peut même aller jusqu'au cancer de l'endomètre. Donc ça, c'est très fréquent comme étiologie. Donc là, il faut retenir les causes essentielles de ces saignements de la périménopause. Donc en premier lieu, c'est les polypes. Après, vous avez les fibromes. Après, vous avez l'adénomyose et puis l'hyperplasie. Donc, et on ne pourra pas éliminer un cancer aussi de l'endomètre. Il faudrait y penser. On voit actuellement de femmes de plus en plus jeunes qui souffrent qui ont un cancer de l'endomètre, chez qui on diagnostique un cancer de l'endomètre. C'est plus comme avant, on disait que le cancer de l'endomètre, c'est l'apanage de la femme ménopausée depuis longtemps, de plus de 10 ans. Actuellement, ça a complètement changé. On a vu et on voit dans notre pratique quotidienne des femmes jeunes de 45 ans qui ont un cancer de l'endomètre. Donc, il ne faut pas négliger ces saignements en cette phase, durant cette phase de la périménopause. Il faudrait éliminer une cause organique avant de dire que c'est normal, c'est des troubles en rapport avec la ménopause, parce que vous allez être ménopausée, c'est normal d'avoir ces saignements. Non, il faudrait éliminer une cause organique avant de retenir la cause fonctionnelle qui sont les saignements d'origine anovulatoire. Donc, on peut avoir d'autres causes. Donc, c'est les coagulopathie. On a aussi des femmes d'origine iatrogène. Les femmes, par exemple, qui prennent de l'anticoagulation, du Synthron, des médicaments anticoagulants. Ces femmes, surtout lorsqu'il y a un dispositif intra-utérin à côté qui fragilise l'endomètre, risquent de saigner. Donc, il faudrait rechercher dans l'anamnèse si elle prend un traitement particulier qui peut donner aussi un saignement d'origine endo-utérine. Donc, on va commencer notre, on va dire, étude par une anamnèse qui doit être précise, parce que vous avez une femme, on va dire, qui saigne, qui se plaint c'est un saignement qui l'affecte dans sa vie, donc il faut répondre à ses besoins, à ses attentes. Donc, il faut définir le problème. Oui, c'est un problème, vous saignez. Donc, ce saignement, il a en général un retentissement, c'est l'anémie. Donc, une femme, comme on a vu tout à l'heure, elle saigne tout le temps, c'est des règles abondantes. Elle utilise 2 paquets de serviettes à chaque cycle et la serviette elle se remplit rapidement. Sûrement, cette femme elle va développer une anémie fériprive par perte sanguine. Donc, il faudrait aussi préciser les antécédents de la patiente, les antécédents obstétricaux, c'est-à-dire est-ce qu'elle a déjà accouché normalement, est-ce qu'il y a eu un traumatisme au moment de l'accouchement, c'est-à-dire on a fait une césarienne, une révision utérine, un curetage utérin, tout ce qui fragilise l'endomètre. Parce que tout ce qui fragilise l'endomètre peut être responsable d'adénomiose. D'accord? On va définir c'est quoi l'adénomiose. Donc, on recherche en fait un traumatisme dans le passé, un traumatisme au niveau du bassin, au niveau de l'endomètre. Donc, vous avez aussi des symptômes endocriniens. Une femme qui souffre d'hypothyroïdie, elle peut avoir aussi des saignements parce que ça influe sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Vous avez surtout aussi l'hyperprolactinémie et le syndrome des ovaires polykystiques, où on peut aussi avoir des cycles anovulatoires responsables du saignement. Donc, une femme qui a aussi des antécédents, on cherche est-ce qu'il y a une coagulopathie dans le passé. C'est une femme qui souffre depuis sa jeunesse de maladies, donc on va chercher ça à l'interrogatoire. Les antécédents familiaux de cancer, surtout de cancer de l'endomètre. Donc, une comorbidité, un traitement hormonal. Elle prend un traitement hormonal et tout ça. Donc, une médication, l'anticoagulation, les contraceptifs, le tamoxifène, surtout le tamoxifène qu'on donne surtout chez les femmes qui souffrent de cancer du sein. Ça peut donner aussi des saignements, des antipsychotiques et des corticoïdes. Donc, tout ça, c'est notre enquête anamnestique, on va dire, qui va chercher, donc, qui va nous orienter vers l'étiologie afin de la traiter. Parce qu'il ne suffit pas d'arrêter le saignement, il faut chercher l'origine de ce saignement. Et puis, on doit apprécier à la fin, grâce à l'anamnèse, l'effet sur la qualité de vie, l'effet de ce saignement sur la qualité de vie de la patiente. Alors, pour la première patiente, elle a un IMC de 23, c'est-à-dire elle est un peu maigre, on va dire. Le bilan thyroïdien normal, l'utérus, il est globuleux un peu de 8 semaines.
il faut se rappeler de la première patiente. On a dit c'est une patiente de 46 ans. Elle saigne beaucoup au moment des règles. C'est des cycles réguliers, mais qui saignent beaucoup et qui utilisent beaucoup de serviettes. Et ces saignements, ils sont accompagnés de douleurs. Donc, cette patiente, lorsqu'on fait on a fait notre anamnèse et notre examen clinique avec un bilan complet, ce qu'on a dit, il faut chercher une hypothyroïdie. On a trouvé que c'est une femme plus ou moins maigre. Donc, elle a un gros utérus, comme une grossesse de 8 semaines, mais c'est un utérus qui est mobile, qui bouge, mais qui est sensible. Il est un peu douloureux lorsqu'on le fait bouger grâce au toucher vaginal et le palpé abdominal. Quand on fait notre toucher avec le palpé, on fait bouger l'utérus, ça lui fait mal. Et les annexes sont normaux. Ça, c'est pour l'examen clinique de la première patiente. Donc, ce qu'il faut retenir, un gros utérus sensible ou douloureux. Pour notre deuxième patiente qui a des saignements tout le temps, c'est-à-dire elle n'a pas de cycle régulier, des cycles irréguliers, l'examen il est normal, la thyroïde normale, le poids normal, et lorsqu'on met le spéculum, on a vu un polype au niveau du col, donc de 1 cm. Donc, vu le vagin normal, il n'y a rien au niveau de la région vaginale, il faut toujours examiner, il ne faut pas faire que l'échographie. Donc, l'examen chez le médecin généraliste ou bien gynécologue, le femme qui se plaint de saignement, il faut savoir l'examiner, d'accord? Examiner la région vulvaire, la région vaginale en recherche d'un cancer, par exemple au niveau du vagin. Examiner le col. Là, il y a un polype de 1 cm, l'utérus est normal, les annexes sont normales. Donc, l'examen clinique, on l'a dit, donc l'examen général, le poids, la thyroïde, la peau, est-ce qu'il y a au niveau de la peau, c'est-à-dire un syndrome hémorragique, des confusions, des pétichies et tout ça, c'est des signes en rapport avec les troubles de l'hémostase, l'hypsitisme, en rapport avec l'OPK, des vergetures qui sont en rapport avec aussi le problème endocrinien. Donc, rechercher une masse abdominale, des examens gynécologiques, vulve, vagin, col, examen pelvien. Donc, faire un examen vraiment détaillé, tout voir pour chercher en fait l'étiologie. Donc, on a fait un petit bilan. On revient à nos patientes. Donc, on a fait un petit bilan. On a trouvé un HbA 9,8, TSH à 1,45 normal. Donc, une biopsie de l'endomètre a été demandée, une échographie qui était normale. Donc, à part l'anémie, on va dire tout est normal et on a demandé à faire une biopsie de l'endomètre sous contrôle d'hystéroscopie. La deuxième, elle a des NHbA12, thyroïde normale, donc une biopsie qui revient une prolifération au niveau de l'endomètre, donc un endomètre prolifératif, une échographie qui est tout à fait normale. Donc, vous voyez très bien que l'échographie, elle ne rapporte pas beaucoup d'informations, à part qu'on voit une épaisseur de l'endomètre. Donc, à l'échographie, on fait une coupe sagittale. Donc, on fait par sonde onde suspubienne ou bien onde vaginale, on va faire une coupe sagittale et on va mesurer l'épaisseur de cet endomètre. Donc, l'épaisseur de l'endomètre, normalement, chez une femme de 46-48 ans, en périménopause, cette épaisseur, elle ne doit pas dépasser les 8 mm. Donc, si cette épaisseur de l'endomètre, elle dépasse les 8 mm, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'endomètre, c'est une hyperplasie de l'endomètre. Donc, il faudrait explorer cet endomètre. Soit on fait une hystérosonographie. C'est quoi l'hystérosonographie? C'est-à-dire on va injecter du sérum dans la cavité utérine et on va pour voir la paroi de la cavité utérine. Est-ce que c'est des parois régulières? Est-ce qu'il y a un polype ou tout ça? On appelle ça l'hystérosonographie. Maintenant, si votre échographie, il y a une hyperplasie de l'endomètre, il faudrait voir cet endomètre soit par une sonographie, soit directement par une vue panoramique. Et qu'est-ce qui nous donne une vue panoramique? C'est bien sûr l'hystéroscopie, d'accord? L'hystéroscopie, c'est très important. Donc, on a fait un petit bilan chez ces patientes. Donc, il faut toujours une formule, il faut une ferritinémie parce qu'elle perd du fer. Donc, un bêta-ACG, éliminer toujours. Une femme qui saigne en activité génitale, elle a des rapports sexuels, il faudrait toujours penser à la grossesse, même si elle a 46 ans. D'accord? Demandez quand même un taux de bêta-ACG parce que non seulement il y a la grossesse, il y a d'autres étiologies, par exemple le choriocarcinome et tout ça, où on trouve bêta-ACG élevé. Donc, il faudrait toujours demander un taux de bêta-ACG, une TSH et un bilan d'hémostase. Donc, on va faire ce petit bilan, FNS, ferritine. Donc, c'est très important. Thyroïde, on n'oublie pas l'hypothyroïdie. Les femmes qui ont une hypothyroïdie saignent, donc un bêta-ACG. Donc, on fera une imagerie à la recherche des étiologies
pour voir les causes structurelles qui sont suspectées à l'examen clinique. On a vu quelque chose à l'examen clinique, un gros utérus. Donc, on va voir à l'échographie pourquoi il est gros son utérus. Un échec au traitement conservateur, un risque de tumeur maligne. Donc, quels sont les signes les risques de malignité, c'est-à-dire quand est-ce qu'on dira que cette femme, elle est sujette à faire un cancer de l'endomètre? Bon, avant, on disait l'âge soixantaine. Donc, le pic d'âge du cancer de l'endomètre, c'est 61 ans, donc ici et ailleurs. Donc, c'est en général 5-30% de ces cancers de l'endomètre surviennent durant la période préménopausique. Maintenant, vous voyez que le chiffre, il y a un grand écart entre 5 et 30%. Actuellement, on pourra dire que c'est le cancer de l'endomètre, il survient à peu près dans un quart des cas chez les femmes en périménopause. C'est plus, on l'a dit, la femme ménopausée. C'est pour cela qu'il faudrait éliminer un cancer de l'endomètre chez ces femmes qui saignent et ne pas dire mettre ça sur le dos, on va dire, de la ménopause. Donc, vous avez l'âge de la patiente, vous avez la période de la périménopause. Ça, c'est les facteurs de risque, en fait, du cancer de l'endomètre. L'obésité, les femmes obèses, donc le diabète aussi. Le diabète est un facteur de risque aussi de cancer de l'endomètre. La nulliparité, une femme qui n'a jamais eu de grossesse, une femme qui se traite pour une infertilité, c'est-à-dire elle a pris beaucoup de traitements hormonaux qui ont des retentissements sur l'endomètre, un syndrome des ovaires polykystiques aussi, et l'histoire de la famille, c'est-à-dire s'il y a un cancer de l'ovaire, cancer de l'endomètre ou bien cancer colorectal, ces femmes sont sujettes à développer un cancer de l'endomètre. Donc, faire très attention, parce que vous avez des femmes qui saignent à cet âge-ci, donc il faut voir, chercher les autres facteurs de risque de ces saignements. Alors, l'imagerie, donc on commencera toujours par une échographie endovaginale. On a dit que l'échographie endovaginale, elle fait partie presque de l'examen clinique. Donc, on fait une écho endovaginale. On cherche une pathologie au niveau du col, au niveau du myomètre ou bien au niveau des annexes. Donc, une pathologie de l'endomètre donc, qui varie selon le cycle. Donc, la phase proliférative, donc la première phase du cycle, l'endomètre, il faut savoir qu'il change de taille, de diamètre en fonction de la phase du cycle. Au cours de la première phase du cycle, l'endomètre, il fait à peu près 4 mm. Et pendant la phase lutéale, sous l'effet des projectatifs, il atteint 16 mm de diamètre. Donc, en général, nous, on fait notre échographie à J2 du cycle et on voit l'épaisseur de l'endomètre. Donc, ça, c'est l'échographie qui varie. On va dire l'épaisseur, elle varie en fonction du cycle et c'est très important. Vous avez après l'échographie bien l'échographie endovaginale. Surtout, ce qu'on fait, c'est l'échographie endovaginale. On voit mieux l'endomètre grâce à l'échographie endovaginale. On a après l'hystérosonographie. L'hystérosonographie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on va voir les parois de l'utérus. Et pour voir les parois, parce que l'utérus, normalement, il est accolé. Les deux parois sont accolées en état normal. Les parois de l'utérus sont accolées. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour voir les parois? Il faut décoller les deux parois. Comment on décolle les deux parois? En injectant du sérum salé dans l'utérus. Lorsqu'on met du sérum, c'est comme un ballon qui gonfle. Donc, on va écarter les parois. On va voir l'épaisseur de la paroi de l'utérus. Donc, l'hystérosonographie, emplacement endocavitaire des polypes. Donc, on cherche les polypes, on cherche un fibrome intracavitaire. On peut le voir très bien grâce à l'hystérosonographie. Et le problème, c'est que c'est pas toujours accessible parce qu'il faut une sonde spécifique qu'on met au niveau de l'utérus pour injecter du sérum. Donc, c'est pas toujours facile à réaliser. Mais quand même, on peut le faire. D'accord? Vous avez après l'hystérosonographie, vous avez l'IRM, donc elle est peu utile pour ce symptôme. Donc, beaucoup plus, on pourra utiliser l'IRM, par exemple, si on a un doute, c'est-à-dire on voit un fibrome et on voit que ce fibrome, l'architecture, elle est normale, donc on suspecte un sarcome. Donc là, il faudra demander une IRM, ou bien pour faire une cartographie des fibromes, c'est-à-dire là, un utérus plein de fibromes. Donc, pour pouvoir voir tous les fibromes, on pourra demander une IRM. Mais surtout pour le diagnostic différentiel, on demande l'IRM lorsqu'on suspecte vraiment qu'il y a un problème de malignité, qu'il y a un fibrome qui ressemble à un sarcome. Donc,
après cette imagerie, l'échographie, l'hystérosonographie, l'IRM, il faudrait biopsier l'endomètre. Donc, il y a un problème de l'endomètre. L'endomètre à l'écho, il est épais. À l'hystéro, il est épais. Il faudrait aller faire une biopsie au niveau de l'endomètre. Surtout lorsqu'on a des facteurs de risque de cancer de l'endomètre. Une femme de plus de 40 ans, elle a des facteurs de risque d'endomètre qu'on a cités, c'est-à-dire le diabète, l'HTA, l'obésité, les antécédents familiaux de cancer. Donc là, il ne faut pas hésiter à demander une biopsie de l'endomètre. Donc, si aussi on a mis la malade sous traitement, donc on a mis la malade sous traitement médical et le traitement, il n'est pas efficace, c'est-à-dire la malade, elle continue à saigner. Là aussi, il faudrait aller voir cet endomètre. Il y a une cause organique, voir pourquoi ça saigne toujours. Donc, les saignements importants, il faut aller biopsie, des cycles anovulatoires. Donc, en général, la biopsie en elle seule permet de détecter 90% des cancers de l'endomètre et on pourra voir de quoi il s'agit. Donc, après la biopsie, vous avez l'hystéroscopie. Donc, le gold standard en matière de saignement de la périménopause, c'est l'hystéroscopie. On fait beaucoup d'hystéroscopie actuellement. Donc, ça nous permet d'avoir une vue générale. On voit directement l'endomètre. Donc, s'il y a une anomalie, on va aller biopsier directement cette anomalie, faire des biopsies dirigées là où il y a l'anomalie. Donc, le problème qui se pose, est-ce que c'est disponible, l'hystéroscopie? C'est pas tout le monde qui fait l'hystéroscopie. Aussi, il faudrait aussi une petite sédation, donc c'est pas toujours facile à réaliser. Et parfois même, c'est impossible de faire une dilatation du col pour la seule raison pour faire le diagnostic. Donc, on revient à notre cas clinique, nos deux cas cliniques, les deux cas cliniques. Donc, on a fait une anamnèse détaillée, on a cherché tous les facteurs de risque de saignement, on a vu si cet saignement est accompagné de douleur ou non. On a fait notre examen clinique, on a recherché, on a vu le col, est-ce qu'il y a un polype ou non, la taille de l'utérus, est-ce que l'utérus il est mobile, est-ce qu'il est déformé dans sa taille, bosselé, il y a des fibromes à l'examen clinique et on complète par l'écho endovaginal. Et puis, on revient comment traiter ces patients. En fait, donc on traite en fonction, c'est-à-dire en fonction de l'étiologie, toujours en fonction d'étiologie. Là, pour la première patiente, on a éliminé toute cause organique, c'est-à-dire on n'a pas trouvé de fibrome, on n'a rien trouvé. Qu'est-ce qu'on va faire pour la première patiente? On a mis un stérilet, donc un stérilet qui libère de la progestérone. Et puis, on va voir, on met le stérilet et on va voir si ça marche ou ça marche pas. Parce que cet âge-ci, il vaut mieux mettre, on va dire, un stérilet au lévonorgestrel. C'est ce qu'on fait habituellement pour arrêter ces saignements, surtout lorsqu'ils sont importants. Et on va voir. Si malgré le stérilet, la patiente, elle continue à saigner, là, on va faire une hystéroscopie, on va enlever, on va gratter l'endomètre, on va enlever cette couche d'endomètre qui saigne. On appelle ça l'endométrectomie. C'est l'ablation de l'endomètre. Et malgré l'ablation de l'endomètre, ça continue aussi à saigner. Là, on pourra faire une hystérectomie. Et le mieux, c'est de faire une hystérectomie par voie vaginale, interannexielle, conserver les annexes parce que la femme, elle n'est pas encore ménopausée. Donc, pour la deuxième femme qui a des cycles, c'est les règles hygiéno-diététiques, qui a des cycles irréguliers, on n'a pas trouvé de cause organique. Donc là, c'est des femmes qui ont des saignements fonctionnels. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de cause organique précise. Donc, on a enlevé juste chez la deuxième le polype et on va mettre la malade sous progestatif. On a dit que cette période, le problème, pourquoi ces femmes saignent? Ces femmes saignent parce qu'il y a un manque de progestatif, parce que les cycles sont anovulatoires pendant cette période de cycle. Donc, alors, comment on traite? En donnant ce qui manque. Ce qui manque, c'est les progestatifs. On va donner les progestatifs, soit par voie orale ou bien en plaçant un stérilet. Le stérilet qui libère les progestatifs, d'accord? Maintenant, si malgré le traitement médical, ça ne s'aide pas, malgré qu'on a placé un stérilet, elle saigne, elle continue à saigner toujours avec un retentissement sur l'état général et sur la vie de la patiente, là, il faudrait faire une hystérectomie chez ces femmes de 48-46 ans. Donc, le traitement
il faut aussi rechercher d'autres causes, telles que l'hypothyroïdie, par exemple. Si on trouve une hypothyroïdie, il faudrait la régler. S'il y a un problème de coagulation aussi, il faut traiter tout ce qui est un problème de règles. Donc, et le cycle, il faut un traitement hormonal, on a dit les progestatifs, afin de régulariser le cycle, la contraception si nécessaire, avec une protection, une réduction de l'hyperplasie ou de l'endomètre. Donc, et surtout, s'il y a d'autres causes, il faudrait les traiter. Par exemple, si on a un fibrome, en dehors de ces malades, des deux malades qui ont des saignements fonctionnels, maintenant, si vous avez un fibrome intracavitaire qui saigne, donc, il faudrait enlever ce fibrome. Si vous avez de l'adénomyose, donc qui est une pathologie très fréquente à cet âge-ci, donc c'est des femmes, en général, c'est quoi l'adénomyose? Donc, c'est l'endomètre qui va pénétrer dans le myomètre. C'est comme l'endométriose, mais qui reste localisé au niveau de l'utérus. Donc, c'est l'endomètre qui pénètre dans le myomètre. Et quand ça pénètre, ça donne des saignements, parce que c'est traumatique, et ça donne des douleurs. C'est comme dans l'endométriose, qu'on va voir lors des prochaines formations, Inch'Allah. Donc, il y aura un gros utérus qui est douloureux. À l'examen clinique, c'est une possipare ou multipare qui a la quarantaine et qui a un gros utérus douloureux qui saigne. Premier diagnostic à évoquer, bien sûr, c'est l'adénomyose, parce que l'utérus est fragile et ça donne ses symptômes. Donc, l'adénomyose, il ne faut pas négliger cette étiologie. Donc, c'est une étiologie qui est très fréquente et on arrive rarement, on va dire pas rarement, on arrive souvent à ne pas poser le diagnostic de cette adénomyose, alors qu'une simple échographie faite par un bon échographiste peut détecter ou faire le diagnostic de cette adénomyose et la traiter correctement. Donc, à côté du traitement médical qu'on a cité, donc on a dit le traitement médical, c'est les progestatifs, que ce soit par voie orale, par patch, par stérilet. On a le traitement chirurgical. Donc, bon, le traitement chirurgical, quand on dit hystérectomie, il ne faudrait pas que la femme aussi, elle se traite pour une infertilité, on ne va pas lui proposer une hystérectomie. Une femme qui a 42 ans, qui saigne et qui désire avoir des enfants, on ne va pas lui dire on va vous enlever votre utérus. Donc, c'est en fonction de la fertilité de la patiente. Le traitement chirurgical aussi, il est réservé en cas d'échec du traitement médical. Si vous avez un traitement médical qui ne donne pas de résultat, il faudrait aussi faire un traitement chirurgical. D'effet indésirable au traitement médical, c'est un traitement qui n'est pas bien toléré. La patiente, elle tolère mal cette pilule. Donc, il faudrait aussi opérer, il faut régler le problème. Si ce saignement, il a un retentissement important avec une anémie importante, donc il faut régler chirurgicalement ce problème vu que le traitement médical, il n'est pas efficace. Et si vous avez une cause organique bien individualisée, par exemple un gros fibrome, une hyperplasie de l'endomètre ou une néoplasie, là, on va avoir recours faire une chirurgie pour traiter cette cause organique. En fait, le traitement chirurgical aussi, ça peut être sur la demande ou sous la demande de la patiente. Elle nous dit, je prends beaucoup de traitements depuis longtemps et ça ne règle pas le problème, ça altère ma qualité de vie. Et là, elle appelle ou elle désire un acte chirurgical pour s'en débarrasser de ce problème. Donc, on peut poser aussi à côté du traitement chirurgical, le traitement hormonal, non hormonal, c'est les AINS. On a pu utiliser, c'est des anti-inflammatoires, c'est des inhibiteurs de la cyclooxygénase qui ont un effet sur la réduction de l'acide arachidonique en prostaglandine. Le taux élevé de prostaglandine dans les tissus étudiants des femmes avec des hémorragies, ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes qui saignent, ils ont beaucoup de prostaglandine. Donc, on a suspecté que ces prostaglandines sont impliquées dans ces saignements. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait donner? Il faut donner l'antidote. L'antidote, c'est les anti-prostaglandines, c'est les anti-inflammatoires, en fait. C'est les AINS qu'on pourra utiliser. Et ça permet, dans certaines études, ça a permis de réduire, on va dire, les saignements de 33 à 55% dans 50% des cas. Donc, la douleur aussi, ça agit beaucoup sur la douleur parce que la prostaglandine, vous savez très bien que les prostaglandines entraînent des contractions, ça donne des contractions. Et quand on donne ces anti-inflammatoires, ça réduit les dysménorrhées de 70% des cas. Donc, chez nous, on utilise l'acide béphanimique qui est plus étudié dans les études, qu'on peut utiliser et qu'on pourra associer au traitement hormonal. Donc, parfois, lorsqu'on met un stérilet au projet,
qui saigne, qui a mal, qui a des douleurs, et elle ne veut pas prendre un traitement médical. Donc, on lui a mis un stérilet, mais ça n'a pas marché, ça saigne. Donc, on a placé un traitement. Donc, elle n'a pas voulu de progestatif tel que du ténil. On a placé un stérilet. Malgré le stérilet, elle continue à avoir des spottings. Alors, qu'est-ce qu'on propose chez cette patiente? C'est bien sûr faire une hystéroscopie. Donc, faire une hystéroscopie avec un biopsie d'endomètre, voire une endométrectomie. Alors, pour la deuxième femme, on l'a mis sous traitement, mais échec du traitement, elle continue à saigner par voie orale. Donc, elle refuse de faire un stérilet. Là, il faudrait faire une contraception à faible dose. Donc, pour la vignette du cas clinique, c'est une femme de 48 ans, aux alentours, celle qui saigne avec des saignements modérés. Mais le problème de la première femme, c'est qu'elle a des douleurs donc, et des bouffées de chaleur pendant un mois. Donc, pour cette femme, là, alors, excusez-moi, ça c'est pour les deux dernières patientes, la patiente 1 et la patiente 2. Donc, pour la patiente 1, donc on a dit qu'on a proposé un traitement médical. Elle refuse le traitement médical. On a mis un stérilet, ça n'a pas marché. On a enlevé l'utérus, on a enlevé l'endomètre par voie hystéroscopique. Pour la deuxième, on l'a mis sous pilule ostroprogestative. Là, vous avez le cas d'une patiente aussi de 50-48 ans. Elle a des bouffées de chaleur et tout ça qui ont disparu au bout d'un mois de traitement. Et elle a des mastodénies récentes. Que pensez-vous? Que faites-vous? Faire une biopsie de l'endomètre ou bien un traitement hormonal? Donc, en fait, c'est un cycle qui est endogène, c'est-à-dire une femme chez qui on l'a mis sous traitement, les analogues, parce qu'on a dit comme traitement hormonal, vous avez aussi les analogues LHRH. Malgré les analogues LHRH, la femme, elle va développer une ménopause avec des douleurs et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut arrêter le traitement injectable, arrêter le traitement des analogues LHRH parce que ils sont responsables de ménopause précoce. C'est pas ménopause précoce, mais ils vont donner des symptômes de la ménopause qui vont retentir sur la vie de la patiente. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Vous avez long à dire sur le chat. Ah oui. Alors, بنبدأ من تحت ولا من الفوق؟ Alors, Alors, oui, très bien, oui, très bien, oui, très bien. Je vais vous donner là. Alors, 14h34. 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 OK. Alors, bon, j'ai celle-là. Il y a une question. Est-ce qu'il faut faire une biopsie? Donc, vous avez 15h55, un mail. Donc, il y a une patiente qui a 62 ans, BMI à 39, c'est une quatrième geste, quatrième part, elle a accouché par césarienne. Et là, elle est obèse, elle a 60 ans, elle est sans antécédent, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas d'HTA, mais elle a une hyperplasie de l'endomètre à 11 mm. Son endomètre, il mesure, à 62 ans, il mesure 11 mm. Son saignement, donc elle est asymptomatique. Donc, en fait, c'est une femme qui est asymptomatique, elle n'a pas de symptômes. C'est une très bonne question, ça. Hein? Donc, c'est une femme qui a, on va dire, 62 ans, elle n'a pas de saignement, elle n'a pas de symptômes, mais elle est obèse et elle présente une hyperplasie d'endomètre à l'échographie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire chez cette patiente? Donc c'est une épaisseur qui est anormale. 11 mm, c'est beaucoup pour une femme de 62 ans. Donc, il faudrait, même si elle n'a pas de symptômes, même si elle ne saigne pas, il faudrait aller explorer son endomètre. D'accord? Il faudrait pratiquer une stérosonographie, c'est-à-dire injecter du sérum et voir sa cavité utérine. Parce qu'il faudrait déterminer si cette hyperplasie, elle est simple ou bien c'est une hyperplasie atypique polypoïde qui peut conduire à un cancer du sein, même si la femme, elle ne saigne pas. Parce qu'elle a un problème anormal, c'est l'épaisseur de l'endomètre qui est une épaisseur importante. 11 mm, c'est beaucoup, d'accord? Donc, il faut aller explorer son endomètre, faire une hystéroscopie avec biopsie. Voilà. Alors, l'orgamétrie, il y a une question sur un progestatif.
l'orgamétril est encore disponible en officine. L'orgamétril, il a été retiré. Bon, en général, il n'est pas disponible. Mais pourquoi? Parce qu'ailleurs, en Europe ou ailleurs, ils n'utilisent plus l'orgamétril parce qu'il y a eu beaucoup d'AVC et des complications thromboemboliques. Donc, à cause de cela, on n'utilise plus l'orgamétril actuellement. Vous avez d'autres progestatifs que vous pouvez utiliser avec toute sécurité. Vous avez des progestatifs du luténil, donc c'est des progestatifs de dernière génération que vous pouvez utiliser sans effet secondaire. Parce que l'orgamétril, il y a beaucoup de problèmes thromboemboliques avec l'orgamétril. Faites très attention. C'est plus comme avant. Alors, ça c'est bon? Docteur Jardin, CHU 2016. Ouais. Bazin, outils son, image parfaite, c'est bon. La transmission, elle est bonne normalement, Madame Dougan. Allô, vous m'entendez? Allô? Allô? Alors, combien la durée pour utiliser les progestatifs? La durée de traitement. Alors, pour la durée du traitement, on peut aller jusqu'à 6 mois du traitement. Lorsqu'on utilise les progestatifs de la dernière génération, il n'y a aucun souci. Donc, 6 mois de traitement, il n'y a pas de problème avec les progestatifs. 6 voire une année de traitement. Si on utilise les bons progestatifs, d'accord? Il ne faut plus utiliser de l'orgamétrie. Non hormonal. Donc, le traitement, quel est? Bon, le traitement non hormonal, c'est tout ce qui est anti-inflammatoire. On a cité les anti-inflammatoires, surtout, parce qu'on sait, on a trouvé quoi chez ces femmes qui saignent, qui ont des troubles fonctionnels? C'est les prostaglandines. On a trouvé qu'il y a beaucoup de prostaglandines dans l'utérus. Donc, il faut donner un inhibiteur de ces prostaglandines. C'est quoi l'inhibiteur des prostaglandines? C'est les anti-inflammatoires. Donc, ça agit sur le saignement et aussi sur la douleur. Donc, il faudrait les donner les deux, d'accord? Avec associé un traitement hormonal. Donc, il y a une autre question. Les indications du décapotide dans l'endométriose avec hyperplasie de l'endomètre. Alors, les indications dans l'endométriose. Donc, le décapotide, donc c'est un traitement efficace en matière d'endométriose, parce que c'est quoi l'endométriose? C'est l'endomètre qui est en situation ectopique, en situation anormale. Donc, qu'est-ce qu'on donne? On donne, alors, on va bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire on va bloquer la stimulation hormonale, les oestrogènes progestatifs. C'est une castration. C'est une castration hormonale. Donc, on va bloquer l'axe, il n'y a plus d'oestrogènes, il n'y a plus de progestatifs. Donc, là où il y a des foyers endométriaux présents dans des endroits anormaux, donc ils vont s'atrophier, ils vont disparaître. Donc, c'est un traitement efficace en matière d'endométriose. Mais le problème avec le décapotide ou les antagonistes GnRH, c'est des médicaments qui donnent une ménopause avec des effets sur l'ostéoporose. Donc, on ne pourra pas les utiliser plus de 3 mois. On donne une injection par mois pendant 3 mois. On ne peut pas dépasser les 3 mois vu le risque, vu le risque de ménopause ou de complications ostéoporotiques. Mais là aussi, il y a le risque rebond, c'est-à-dire dès qu'on arrête le traitement, les foyers vont reprendre. Alors, il y a une question, où est-ce qu'on pourra orienter les patientes pour faire une hystéroscopie? Bon, ça dépend là où vous êtes. Donc, ça dépend là où vous êtes. Sinon, on va dire, il y a beaucoup de gynécologues qui font cet examen, hein. Ça se fait de façon hystéroscopie diagnostique au niveau des cabinets ou bien chirurgical au niveau des cliniques ou bien au niveau du bloc opératoire. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question? La durée.
Le traitement pourra arrêter le saignement. C'est les antifibrinolytiques que j'ai cités tout à l'heure. Alors, je pense que ces saignements, on va dire fonctionnels, ce qu'on voit dans notre pratique, même vous, les généralistes, vous êtes très confrontés à cette situation-là. Donc, c'est très fréquent même dans notre entourage. Donc, il y a la famille et tout ça. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Donc, avant, il faut le message qu'on veut véhiculer aujourd'hui, il ne faut pas banaliser ces saignements. Il ne faut pas dire que ces saignements sont en rapport avec la ménopause. Donc, il faut pas se casser trop la tête. Non, il faudrait explorer ces saignements. Il faut éliminer une cause organique et notamment une néoplasie. D'accord? Tout saignement, il est considéré comme anormal. D'accord? Même à cet âge-ci. Donc, une femme qui saigne, même si elle est en périménopause, je dois éliminer tout d'abord une cause organique, notamment une cause cancéreuse, un cancer. Et après, je vais étiqueter ces saignements comme un saignement fonctionnel et je vais les traiter comme ça. Donc, en donnant quoi? C'est très simple, on donne des progestatifs parce que lors de cette phase, c'est des cycles amourulatoires, il n'y a pas de progestérone. Donc, on va substituer les progestatifs endogènes en donnant des progestatifs exogènes. Et si ça ne marche pas, parce qu'en général, ça peut ne pas marcher, on passera à autre chose, notamment le stérilet, notamment le traitement hystéroscopique, voire même l'hystérectomie. On était amené souvent à faire une hystérectomie par voie vaginale pour régler ces saignements. Parce que c'est des saignements qui ont des retentissements. Même dans notre culture, c'est pour faire la prière, pour faire le ramadan, pour jeûner et tout ça. Ça perturbe vraiment la femme dans sa vie quotidienne, dans sa qualité de vie, dans ses rapports sexuels, tout ça. Il faudrait régler ce problème, il faut répondre à la demande de la femme et régler définitivement son problème. Si le traitement hormonal ne marche pas, le traitement médical ne marche pas, il faut aller vers la chirurgie. Alors, il y a une question sur les prégestatifs des dernières générations. Donc, c'est comme le lutéinine qu'on utilise. Maintenant, il est plus disponible. On a l'utrogestan. Tout ça, c'est des progestatifs qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires. Pas comme l'organitrine. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que Charlotte, merci à vous. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends mal, Madame Gougan. Je ne sais pas la connexion chez moi. En tout cas, je ne sais pas si on a fait le tour ou pas. Ils vous disent merci, professeur. Oui, Nous allons avoir demain aussi avec les généralistes le programme sur la conduite à tenir devant les leucorrhées. C'est ça? oui, c'est ça. D'accord. Ensuite, il y aura l'endométriose. Le dernier jour, l'endométriose. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, Madame Gougan. Merci pour tout ce que vous faites. Après, on s'appellera pour... c'est le même code. Hein. Vous cherchez le code, c'est le même code. Ok. D'accord. Ils vous disent, est-ce qu'on peut utiliser l'utérol? Oui, je suis en train de lire. On peut utiliser l'utérol en périménopause. Oui, on pourra l'utiliser. C'est de la progestérone, donc il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui cherchent le lien. Le lien, c'est le même. Moi, je leur ai dit, c'est le même pour demain. C'est le même lien, oui, c'est le même lien. Le même lien pour jusqu'au 14. Et même si on fera d'autres, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. D'accord, professeur, on va vous libérer. Merci à vous. L'après-midi, à la même heure. 13h30. Inch'Allah. À demain. À demain, Inch'Allah. Au plaisir. Au revoir. À demain. Au revoir.
Recording stopped.